Est-ce qu'on l'a un petit peu abordé, hein, est-ce qu'en créant du contenu, d'autres formats, en essayant effectivement de trouver d'autres portes d'entrée et d'intérêt, est-ce que vos événements sont... on dit le média événement, est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas réellement le cas? Est-ce que les événements, les salons et autres sont en train de devenir des médias avec des contenus qui sont dédiés et ça va aller en se développant? Oui, je crois. Enfin, on a souvent dit le média salon. D'ailleurs, je crois que petit à petit, la notion de salon, on l'a vu là dans le débat. Nous, on n'utilise presque plus la notion de salon déjà. On parle d'événement, donc c'est bien. On est vraiment dans le même. Et oui, je pense que c'est essentiel de produire du contenu parce qu'en fait, on a déjà en fait le contenu, on l'a sur nos événements. C'est juste qu'on n'a jamais su comment le traduire, mais on a un contenu extraordinaire. Quand vous avez un salon, je prends un exemple d'un salon du tourisme, vous avez le monde entier qui est là, avec toutes les destinations, les nouveautés des agences de voyage. Vous avez un contenu extraordinaire. Il faut juste qu'on arrive effectivement à mieux le proposer et toute l'année. Mais pour moi, oui, on est producteur de contenu, évidemment. Donc, à ce titre-là, oui, on est un média. On reste un média. Parce que c'est vrai que ça revenait quand même en partie finalement à l'exposant de gérer sa communication et de créer le faire venir. Finalement, bon, aujourd'hui... Je crois que c'est en parallèle. Enfin, pour moi, il y a la communication. D'ailleurs, on dit souvent, nous, à l'exposant, qu'on ne se substitue pas à sa propre communication. Nous, on fait la communication de l'événement, la communication de ce marché-là, et à l'exposant, à l'annonceur, de faire sa propre communication en s'appuyant sur la plateforme. Je trouve que c'est intéressant ce que disait Muriel, c'est en s'appuyant sur la plateforme, quel événement. Pas se dire c'est juste un stand. C'est pas juste un stand. Vu ce qu'on investit en plan de communication, on ne se limite pas à juste un espace de stand. Donc, s'appuyer sur la communication de l'organisateur, mais gérer aussi sa propre communication. Moi, je dis souvent, on fait venir les visiteurs jusqu'à l'entrée du salon, à vous de les faire venir jusqu'à votre stand. Je pense que s'ils pensent se reposer sur l'organisateur, il risque de ne pas être très satisfait de son salon au bout du compte. Donc, c'est hyper important que l'exposant garde la main sur sa communication, mais qu'il utilise tout le panel d'offres que le salon propose, pas que le stand. Les clients grands comptes que vous pouvez avoir, Muriel, est-ce qu'ils ont conscience de ces évolutions, de faire rentrer l'événementiel dans... On a dit 100 fois, il faut que l'événementiel trouve sa place dans la stratégie globale de communication. Et puis finalement, on se rendait compte qu'on faisait du one-shot parce qu'il y avait la direction qui avait besoin de faire un événement. Est-ce que finalement, on va réussir à faire revenir sur le devant de la scène ces besoins de penser une vraie stratégie de com dans laquelle l'événement trouve pleinement sa place parmi d'autres médiums? Ah oui, je vais être très optimiste. S'il y a un point, si on peut se permettre de dire ça, de cette crise, c'est cela. C'est que on a eu une relation complètement différente. Je pense que vous, c'est pareil avec nos clients, et notamment avec les grands annonceurs. Tout le monde a été perdu au départ. Et effectivement, tout le monde utilisait le digital, mais un petit peu de façon, somme toute, classique. On fait un streaming et ainsi de suite. Et là, ils se sont dit, en fait, ils se sont dit, se réunir, au final, c'était pas si mal que ça. Donc, l'événement a son importance. Le président trouvait ça important aussi, le comité de direction aussi. Mais au-delà de ça, ils se sont rendus compte que, on pouvait capter beaucoup de choses au travers d'un événement digital, une nouvelle communauté, une façon de réagir à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'en créant des web-séries, des chats et ainsi de suite en permanence, ils avaient une véritable relation avec leurs collaborateurs et leurs clients. Et donc maintenant, le média événement, puisque le digital a permis ça, de se dire, bah oui, il va falloir qu'on communique toute l'année, en fait, et qu'aujourd'hui, à chaque instant va être important. Je vais créer du business avec mes clients, par exemple Orange, il fait une fois OBS, une fois ils font... Là, ils se disent, bon, bah comment toute l'année, je vais les suivre, et je vais les suivre de quelle façon? Au travers de l'événement. En fait, peut-être que le budget sera moindre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a effectivement l'économie, mais peu importe, le contenu va être là et la relation va être là. Elle va être soit physique ou digitale, ou les deux parfois. Je suis assez d'accord sur le mot hybridation, ne veut pas dire grand-chose. C'est que faut mieux, il y a des geeks et ça sert à rien de les faire arriver sur du physique, ils n'ont pas envie. Et après tout, tant mieux que ce soit nos blogueurs lors d'un événement physique et ils regardent. Donc ça, ils en ont tous conscience. Donc non, je pense que le digital nous a permis ce vrai lien de contenu avec nos clients et ça a permis de mettre le média événement aussi dans la phrase aussi du président, dans la phrase, dans les phrases également, malheureusement dans un côté, il faut aider l'événementiel, mais ça a permis vraiment ce manque
a permis une véritable envie. Et quand on voit là autour de la table à quel point le contenu est important, de se dire que on arrête les petites conférences parce qu'on voit bien sur un Vivatech, sur Maison Objet, au final on va aller voir le high level parce qu'on se dit waouh, c'est pas souvent que je vois donc j'y vais. C'est à nous maintenant d'être intelligents et d'aller proposer du contenu à nos clients, et parce que je pense qu'ils ont vraiment mis le média maintenant, pas au cœur de la stratégie de communication, mais il existe. Est-ce que les uns comme les autres, vous ressentez un manque en termes technologiques, de data, je ne sais quel serait un outil technologique qui pourrait vous aider à mieux faire votre métier finalement? Dans ce que vous est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il manque des choses qui seront... Juste pour finir sur la notion de média, moi je pense que ça n'existe plus. Tout est média et tout le monde produit du contenu. Voilà. Ma page LinkedIn, je suis un média. Je poste un truc sur Instagram, je suis un producteur de contenu. Amazon, il vendait des livres et aujourd'hui, il diffuse des matchs de foot. Donc, tout le monde est devenu un média, quoi. Donc, je pense que la question de se dire est-ce que le salon, c'est un média, ça n'a plus d'intérêt, quoi. C'est est-ce que je produis du contenu et est-ce que ce contenu est utile pour ma communauté? Bon, si je fais ça, oui, je suis un média, mais finalement, tout le monde est un média. Sur la partie techno, on l'a vu, oui, aujourd'hui, il y a pléthore de solutions. C'est très complexe de trouver les bonnes solutions. Et déjà, le fait de choisir les bonnes technos, c'est un job, c'est un métier c'est devenu un métier à part entière. Nous, quand on a lancé là, le Maison Objet Academy, pour trouver la plateforme, ça s'appelle des plateformes OTT, il y en a 50. Donc, avant de trouver celui qui est bien adapté, au bon prix, avec toutes les contraintes de sécurité qu'on peut avoir, déjà, ça a pris quasiment une année, quoi. Donc oui, la problématique technique, elle est au cœur de tout ça. Et notamment lorsqu'on commence à parler de data. Parce qu'aujourd'hui, la force d'un événement, entre autres, c'est aussi toutes ces données. Alors avant, les données, c'était j'avais des adresses d'exposants et de visiteurs. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça parce que j'ai des données de trafic sur mon site internet, sur ma plateforme, sur mes réseaux sociaux. Je sais à peu près, avec les lecteurs de badge, que tel visiteur est allé sur tel et tel stand. Et donc, du coup, il faut être capable de mettre tout ça dans un espèce de data lake pour que derrière, on puisse se dire, tiens, cette personne-là, parce qu'elle a eu tel parcours sur le site, parce qu'elle est allée sur telle et telle marque sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a visité tel et tel stand, oui, elle est intéressante pour tel type de marque ou d'annonceur. Et donc, du coup, je vais pouvoir la mettre en relation avec ces marques-là. Et au lieu de débarquer sur le salon en disant, tiens, il y a 1300 exposants, on va lui dire, ah non, toi, par rapport à ce qu'on a vu de ton parcours physique et digital, voilà les 10 que tu dois aller voir d'abord. Bon, ça c'est la théorie. Et après, la pratique, c'est qu'effectivement, il faut trouver la bonne techno pour faire tout ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi je me souviens quand on a commencé à réfléchir à ça il y a 3 ans, pour faire ça, ça coûtait à peu près 1 million d'euros, et puis il fallait avoir 10 personnes pour maintenir le truc, et faire les... Aujourd'hui, honnêtement, avec 150 000 euros par an, on arrive à faire des choses où on n'a pas forcément d'avoir derrière 10 experts. Donc, on va y arriver. Je pense que là, d'ici 6 mois, 1 an, on devrait être capable d'analyser tous ces parcours-là et de faire du vrai matchmaking. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, quand je vois tous les organisateurs dire « moi, je fais du matchmaking », à partir de quelles données tu fais du matchmaking? Parce que le gars a dit que sur son enregistrement qu'il est up, que tu vas pouvoir lui dire que les 10 qui sont bons, c'est ceux-là. Non, ça marchera pas comme ça. Ou sinon, on fera du semblant d'eux. Par contre, si vous commencez à avoir des parcours physiques et digitaux bien précis, là, on peut commencer à faire des choses intelligentes. Mais bon, là encore, ça veut dire des expertises à acquérir, quoi. Il y a la techno, et puis après, il y a celui qui sait s'en servir. Bon, c'est comme un tableur Excel, ok, mais si personne ne sait s'en servir, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Et là, c'est des tableurs Excel qui sont un peu plus compliqués. Donc, il y a la techno et puis il y a les gens pour s'en servir, quoi. L'intelligence artificielle, on en est où? Est-ce qu'il y a des boîtes vous suivez forcément ce qui existe en termes d'incubateurs, les French Event Boosters, Paris & Co et autres. Est-ce qu'il y a des
des gens qui travaillent sur ces sujets-là pour notre secteur? À profusion, même, c'est là où en effet, c'est difficile de faire le tri, de comprendre réellement ce que l'entreprise va pouvoir faire une fois qu'elle a présenté sur le papier ce qu'elle était censée pouvoir faire. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Je pense que l'enjeu 1, c'est l'interopérabilité de tous ces systèmes-là, enjeu 1. Et enjeu 2, en effet, c'est toujours un peu... c'est le marronnier, la data, et du coup, on a envie de passer à autre chose. Mais en réalité, il faut qu'on y reste sur ce sujet-là. Il faut qu'on se dise, comme le dit Philippe, avoir la capacité, dans le parcours digital que va vivre son visiteur, son exposant, peu importe, de pouvoir voir s'il a circulé entre tel contenu, tel exposant, etc., pour derrière, en fait, justement, pouvoir agréger ces abonnements intelligents, en fait. Parce que derrière, c'est ça dont on parle. C'est l'abonnement sur mesure, en disant, bah, toi, on voit que tu nous amènes nos newsletters de contenu. En revanche, tu es à fond sur les entretiens individuels. Et c'est à ce moment-là que les abonnements vont aussi... Parce que l'abonnement, on peut l'imaginer rigide, 3 abonnements différents, ou alors quasiment à la carte. Mais là, ça veut dire un niveau d'intelligence artificielle, et on sait que l'intelligence artificielle, elle se nourrit aussi par la data en permanence qu'on y injecte. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont possibles, mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on gagne en maturité, en investissement, et c'est pareil, c'est comme je vais prendre l'exemple basique, je sais pas, mais un chatbot. Un chatbot, il va s'améliorer. Dans 10 ans, les chatbots, ils seront beaucoup plus intelligents et ils sauront faire la liaison avec l'humain derrière si la question nécessite que l'humain, etc. On voit que dans le système, enfin dans des entreprises d'assurance, mutuelle et téléphonie, avec l'analyse dactylographique, ils peuvent analyser que là, comme vous commencez à être énervé dans votre email et qu'il est important qu'on vous rappelle parce que sinon vous allez aller vers un désabonnement. Donc ça, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle, ça existe, ça coûte aussi très cher. C'est pour ça que certaines entreprises, et là on touche, je pense, à une limite de la R&D possible dans notre secteur, c'est qu'on reste un secteur avec quelques ETI, mais il y a assez peu de grands, un acteur majeur très fort. La bonne nouvelle, c'est que ça coûte quand même un peu moins cher. Ouais. Après, il faut faire... nous, ça fait, je sais pas, 1 an et demi qu'on travaille sur des algorithmes, etc. Après, il faut les tester. C'est-à-dire, nous, on arrive maintenant à se dire, bah, tiens, par rapport à tel profil, on peut lui présenter ces 10 marques. Bon, mais ça, c'est l'algorithme qui le sort. Mais en plus, on est dans un secteur où l'irrationnel joue beaucoup. Ça plaît pas, j'aime bien la couleur. Bon. Derrière, on sort des newsletters en disant, voilà, on pense que ces 10 produits-là, ils vous intéressent. Et les gens disent, ah oui, c'est assez pertinent ou pas du tout pertinent, ça. Puis, alors, si c'est pas du tout pertinent, bah, il faut tout revoir, trouver d'autres algorithmes. Donc, c'est un gros travail. Mais celui qui va arriver à faire ça dans notre univers, il va avoir une grosse longueur d'avance. Hein. Tout à fait. Ouais. Et il va pouvoir la monétiser. Parce que si moi, j'ai une boutique de déco et que tous les mois, on me donne les 20 produits qui correspondent vraiment à ce que je veux avoir, là, je suis prêt à payer pour ça. Par contre, si on m'envoie 10 trucs... je vends des lampes et on m'envoie des jouets pour les gamins, non, ça va pas marcher, quoi. Il y a un autre marronnier de notre secteur que j'aimerais qu'on évoque, c'est la transition écologique. Alors, c'est des clients, annonceurs, exposants, appelez-les, on les appelle comme on veut, mais aussi des professionnels du secteur, que ce soit vous, organisateurs d'événements, agences, prestataires et autres. Il y a le train est en marche, les certifications sont ISO 20121 notamment, sont à l'ordre du jour. Je crois que les agences de l'événement vont l'être toutes à la fin de l'année. Oui, on aura à peu près. Oui, à peu près 75%. Oui, c'est le temps en fait de faire les formations et ainsi de suite, et ensuite les certifications. Tout à fait. Il y a d'autres nouvelles, bientôt des annonces, je crois, sur le... Oui, nous, ce sujet-là nous occupe depuis des années et des années. Alors le train avance, mais est-ce qu'il avance assez vite? C'est la question, mais est-ce qu'il avance assez vite dans la société d'une manière générale? Donc on ne va pas faire un cas particulier. Toujours rappeler que la France est leader en termes d'entreprises certifiées ISO 20121. Donc même si c'est jamais assez, même si on peut toujours faire plus, la France, à une certaine manière, n'a pas en tout cas... rater le départ du train, on va dire ça comme ça. De manière plus prosaïque, en effet, là, on travaille depuis quelques années sur un engagement pour la croissance verte, qui est en fait un type de contrat passé avec le gouvernement, il y en a plusieurs, qui consiste tout d'abord à se poser sur un sujet précis, nous c'est le traitement des déchets.
et ensuite d'établir une méthodologie de travail vis-à-vis de la mesure qui doit être faite. Donc l'engagement pour la croissance verte sur lequel on travaille doit être signé dans les prochains jours. Peut-être qu'il sera signé au moment de la sortie, j'espère, de cette émission. Et très concrètement, donc on est en train de travailler sur la mobilisation des ministres. Très concrètement, ça enclenche le travail sur vraiment la mesure de quoi on parle, parce que de quoi on parle en fait, en termes de tonnage, etc. Et puis derrière, de comment on structure cette filière sans l'engagement pour la croissance verte n'a pas, à proprement parler, de dispositif coercitif. C'est fortement incitatif, c'est ancrer la profession dans un calendrier pour pouvoir dire, voilà, une fois qu'après il y a la structuration de cette filière avec des éco-organismes, etc. Enfin, il y a différents temps pour arriver ensuite à des méthodes beaucoup plus durables de gestion des déchets, mais dès l'amont, en fait, etc. Donc là, on en est là. On en est à la signature de cette ECV qui doit ensuite lancer la machine, nous permettre aussi d'accéder à des budgets permettant de financer ces études. Et puis ensuite, les négociations se font avec l'égide de l'État. Donc l'État se porte partie prenante d'une certaine manière des négociations qu'on pourrait avoir avec les éco-organismes et autres pour structurer cette filière. C'est ça, en fait, le contenu de l'engagement pour la croissance verte, pour le dire de manière... Franchement, il y a trois drivers qui vont accélérer les choses. Le premier, c'est nos équipes. Moi, je vois les plus dynamiques pour aller là-dedans, c'est nos équipes. Et par rapport à la marque employeur, il y en a qui vont dire, moi, je ne travaille plus dans une boîte où on met la moquette enfouie, on ne sait pas où. Donc ça, c'est le premier driver. Et ça, nous, on le voit. Moi, c'est mes équipes qui poussent là-dedans. Le deuxième driver, ça va être nos clients qui vont dire, mais vous faites quoi? Et si vous ne le faites pas, c'est pas sûr que je continue à venir. Je pense que ça va être vrai aussi dans l'événementiel. Mais dans les salons, on commence à avoir ça. Des gens qui nous posent des questions là-dessus. Et le troisième driver, c'est celui qui, à mon avis, va vraiment pousser tout le monde, c'est que si on ne le fait pas, ça va coûter beaucoup plus cher que si on le fait. C'est-à-dire que les pénalités demain sur tu tries pas bien tes déchets vont coûter très cher, quoi. Voilà. Donc je pense qu'avec ces trois drivers, les choses vont vraiment maintenant s'accélérer, quoi. Et puis la société en dernier ressort. Oui, mais la société, c'est nos exposants, nos collaborateurs, etc. Ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est vrai, on voit les mouvements sociétaux très sur le digital, en physique, etc. Le niveau d'exigence. Là, il n'y a plus d'indulgence pour le coup. Là, maintenant, on voit bien qu'on est passé à une autre étape. C'est évident que pour les agences d'événements, il y a eu un premier driver pour certains. Nous, en tant qu'agence LDR, on a toujours été dans ce système en fait de mutualisation, d'imaginer de la scénographie qu'on utilise d'un événement à un autre, de travailler avec des associations. Mais on a pu voir que c'était effectivement les annonceurs qui, dès le départ, nous disaient, au départ, c'était EcoVadis. Et puis quand il y a eu la certification Vincent 21, on en parlait il y a déjà 2-3 ans. En fait, c'est devenu une réalité de part de nos collaborateurs. Je te rejoins complet. Parce qu'on est, nous, face avec des collaborateurs qui sont jeunes et qui, déjà, il y a le sens. Pourquoi on fait ce métier? Et en plus, on jette. Et au final, so what, on voit jeter voilà. Et donc, nous, effectivement, on a tout mené. Nous, on est certifié LDR. On a tout mené cette certification qu'avec les collaborateurs. Évidemment, il y a un comité de direction qui est obligé de valider. Et c'est la raison pour laquelle, sinon, on n'est pas certifié ISO 221 pour être sûr. Mais on a vu que nous, c'était surtout l'inclusion. Parce qu'en fait, toute la partie déchets et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est plutôt ancré déjà. Je ne dis pas qu'on fait bien tout le temps, mais c'est quelque chose qui a toujours été ancré. C'est-à-dire qu'on dit à nos clients, mais pas de moquette. Si on met la moquette, c'est refilé à une asso, si elle est main, comment on fait, et ainsi de suite. Ça a toujours été vraiment toute cette partie déchets et partie alimentaire. Là, aujourd'hui, moi, je vois nos collaborateurs, et à l'asso aussi, on est plus sur la partie inclusion. Comment on fait aujourd'hui pour effectivement embaucher des personnes en situation de handicap, des personnes en réinsertion? On est vraiment, et nos clients nous le demandent en plus. Et ça, je trouve que c'est aussi une autre approche de l'événementiel qui n'est pas si simple à mettre en place. Il faut savoir qu'elle est plutôt assez complexe même, mais c'est vraiment une belle démarche dans laquelle vraiment, l'événementiel doit se mettre dans évidemment, gestion des déchets, c'est évident, mais vraiment sur ce côté qui nous tient vraiment à cœur, sur ce côté d'inclusion. On trouve ça important parce que c'est un métier qui est fait avec la passion, et on pense que des gens qui sont en situation aujourd'hui, vraiment dans une situation économique difficile, de retrouver le goût du travail au travers de ce métier qui est tellement passionnant, on trouve ça plutôt très porteur. Et puis de participer à quelque chose qui va être mémorable, effectivement de se dire qu'on peut, pour des grands événements, se dire on va faire appel à
tel Tout à fait. public ou profil auquel on ne fait pas appel d'habitude. Et puis c'est une écoute de la part de nos clients, parce que comme tu le disais, effectivement, nos clients nous le demandent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit signer des chartes RSE qui font 25 pages, qu'on souhaiterait qu'ils respectent de A à Z, d'ailleurs, par la même occasion. Mais effectivement, c'est un message, voilà, quand on leur adresse ce message, souvent, évidemment, ils sont évidemment aussi complètement dedans. Mais encore une fois, c'est une chaîne circulaire. Enfin, c'est vraiment, si tout le monde, on arrive à chaque fois à se dire, on essaye à chaque fois, bah, je pense que ce métier sera d'autant plus, on parlait tout à l'heure de marque employeur, c'est pas si simple aujourd'hui d'embaucher des jeunes, parce que bah, ils ont bien vu que c'est vrai que le président de la République a souvent cité l'événementiel comme monsieur. Donc je me demande si en étant parent, j'ai envie que mon enfant travaille dans l'événementiel ou dans la restauration, c'est des questions qu'on se pose. C'est vrai que c'est bien effectivement d'avoir aussi, de redonner du sens. Très bien. Du coup, je voulais terminer sur le rappel du pourquoi de cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre du TechBook Meeting et MyEvat Network publie à la fin du mois de septembre. On a sous-titré ce numéro spécial Tech, comment humaniser le digital. À vous écouter toutes et tous, j'ai pas trop de soucis là-dessus, sur cet impératif et sur ce souhait effectivement de placer l'humain dans ces nouveaux process et donner du sens à ces événements. Je vous remercie infiniment de votre participation à cette table ronde. Donc on pourra retrouver les meilleurs extraits en print sur notre TechBook et puis sur les réseaux sociaux pour l'intégralité de ce plateau. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci. Très vite. Merci beaucoup.